Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce plateau et sur les différents réseaux sociaux de Qanat al-Qur'an al-Karim et sur la voie du changement. Selon des chiffres donnés par l'APS, 13,5 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année, dont 7 à 8 millions de tonnes qui pourraient être valorisées. L'Algérie pourrait générer ainsi des gains économiques de plus de 56 milliards de dinars par an et des milliers d'emplois directs et créer des milliers d'emplois directs. La ministre de l'Environnement a quant à elle rappelé que plus de 28 milliards de dinars ont été investis entre 2000 et 2015 dans la réalisation d'entreprises et d'infrastructures spécialisées. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui dans notre politique environnementale de gestion des déchets? Comment améliorer et généraliser son efficacité? Pour en discuter ce soir avec nous, nos invités habituels, Dr Cherif Driss, politologue à l'École nationale de journalisme, salam alaikum, Kamal Cheket, membre fondateur de la Ligue des oulémas des pays du Sahel, salam alaikum, et aussi Madame Barsa Fatima Zohra, directrice de la gestion intégrée des déchets. Merci de nous rejoindre. Ma première question à vous, Monsieur Cheket, considérer les déchets comme une ressource ne devrait pas poser un problème pour un musulman qui recherche la propreté et la tahara? C'est même une obligation en fait. Écoutez, il ne faut plus se poser la question quant à essayer de trouver, essayer de moraliser quelque chose ou de lui trouver des arguments religieux pour la mettre en pratique. Le musulman est censé être une personne qui privilégie tout au long de sa vie les 3 B, le beau, le bon et le bien. C'est ainsi que fonctionne la charia, c'est ainsi que c'est dans ce sens que va le Coran dans son ensemble et toute la tradition prophétique. Et si Dieu a dit ne corrompez pas ou n'apportez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée, ceci veut dire que du fait de sa position de vicaire ou de lieutenant de Dieu sur terre, Khalifatullahi fi ardeh, l'humain est censé préserver la terre telle qu'il l'a reçue ou telle qu'elle a été dans son origine. À partir de là, tout ce qui pourrait contribuer justement à ce que la vie se perpétue sous les meilleures conditions doit être fait. Malheureusement, on est obligé de moraliser vu que lorsqu'on voit oui, l'état de nos non mais là c'est notre environnement. Nous ne vivons pas dans une société idéale et le Coran lui-même n'a pas été suscité pour la cité idéale ou pour les gens de la cité idéale. Mais c'est vrai que nous sommes par moments, nous nous retrouvons dans l'obligation par moments de citer le prophète, de citer certains aspects religieux pour donner ou pour inciter les gens à aller dans le sens souhaité. Sauf que là, ceci dénote un problème. Est-ce qu'il me faut impérativement un verset coranique ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam stipulant que telle chose doit être faite ou qu'il est souhaité de faire telle chose pour le faire? Je suis désolé. Une sorte d'instrumentalisation. Oui, c'est ça la différence entre nous et les premiers musulmans est là. Ou du moins la différence entre nous et les musulmans d'il y a un peu moins de 2 siècles, elle est là. Les gens, généralement, allaient vers tout ce qui était souhaitable, en société ou en privé. Ils le faisaient. Et les premiers, sachez-le bien, nous, par exemple, quand nous parlons de ce que nous appelons l'ahkam al-khams, ce que nous pourrions traduire par les 5 credos, les 5 critériums qui sont le wajib ou le mandoub ou le mustahab, le makrouh ou le muharram. Donc les 5 statuts légaux que nous avons, chez les Hanafites nous en avons 7, avec une petite subtilité entre ce qui est fard et wajib par exemple. Les premiers, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quelque chose, ou dès lors où il savait que ça va dans le bon sens, il le faisait. Parce que le Coran nous dit généralement « waf'alul khayr ». Et à partir de là, on ne se posait pas la question sur le statut de ce qui était fait. Hadi sunna ou la fard, comme le font certains on ne posait de questions sur le statut d'un acte, qu'il soit
approuver ou réprouver qu'après coup. Pourquoi? Pour voir si l'on doit se racheter ou pas de ce que l'on a fait. Est-ce qu'on doit se repentir? Est-ce qu'on a commis un impair ou pas? Nous avons beaucoup de perspectives. Nous avons inversé la chose. Oui. Nous sommes d'entrée de jeu dans le statut légal, oui. Je ne sais pas pourquoi. Et le problème, c'est que si vous analysez bien nos faits et gestes... C'est l'ère de la prohibition. Oui, tout est placé sous le signe de la yajouz, même dans ce qui a trait à la vie mondaine, sachant pertinemment que la règle est claire, l'aslu fil ashya il ibaha. Donc tout ce qui est a rapport avec la vie de tous les jours est licite, sauf ce qui a été défini par un texte clair comme étant illicite. Et donc, nous avons inversé les choses, et puis, même si nous connaissons les statuts, nous remarquons que la majorité d'entre nous ont beaucoup plus de penchant pour ce qui est surérogatoire que pour ce qui est obligatoire. Les gens jeûnent Ramadan, mais on remarque qu'il y a plus d'engouement pour les 6 jours de Shawwal. Et quiconque ne jeûne pas Shawwal, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et à partir de là, on va accorder c'est une règle qui ne fait pas dans l'essentiel, ne peut que faire dans le superflu. Et c'est ça. Et ensuite, c'est une culture. Et moins on en a, plus on étale, comme on dit. Malheureusement, c'est ça. Oui. Chérif Delès, lorsqu'on parle de gestion des déchets, qu'ils soient domestiques ou industriels, on parle de plusieurs idées. On évoque la question de l'appropriation d'abord de ces déchets, de l'appropriation de l'idée de la gestion des déchets, et puis de la maîtrise de technologie. Tout cela dans un contexte. Alors, justement, ces idées-là, elles évoluent dans quel contexte aujourd'hui? En tout cas, le contexte algérien. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut prendre la chose d'un niveau micro, puis macro. Micro, c'est-à-dire que quand comme l'a si bien dit Kamachika, c'est-à-dire qu'un bon musulman, c'est-à-dire que le musulman de manière générale doit être soucieux de préserver l'environnement et de ne pas gaspiller. Et cela relève un petit, quand on parle de culture, c'est la conscience citoyenne. C'est-à-dire qu'on doit consommer ce dont on a besoin et le reste, on doit le recycler. Donc c'est à la fois dans la gestion des affaires de la cité, dans l'harmonie de manière générale et comment se comporter vis-à-vis de ses semblables, vis-à-vis de son environnement, intégrer l'appropriation de l'idée qu'il ne faut pas gaspiller et de utiliser ce qui n'a pas été consommé comme matière première, par exemple le compost, ça devrait être un réflexe tout naturel. Au niveau macro, on assiste actuellement, par exemple, à l'échelle internationale, c'est-à-dire ce glissement du schéma linéaire vers un schéma circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire avant, dans les modèles économiques les plus classiques, notamment dans les industries, c'est-à-dire qu'on utilise des intrants, des produits, et les produits pourront faire un intrant pourront faire par la suite un produit fini. Et une fois atteint le seuil de la limite de l'obsolescence, on ne peut pas utiliser ce produit. Là, il y a eu des travaux qui ont été faits dans ce sens aux États-Unis et en Europe pour revoir ce schéma-là et se dire que finalement que ce schéma a démontré ses limites. C'est un schéma qui est coûteux et qui est un schéma qui est très pernicieux pour la préservation de l'environnement. On en est arrivé à... Ça, c'est pour des pays développés. Oui, même pour nous. Pour les pays en voie de développement. Oui, même pour nous. C'est-à-dire que par la force des choses, on est obligé de s'en inspirer par les bonnes expériences, c'est-à-dire par les nations qui nous ont dépassés dans ce domaine-là. Il y a d'abord une entrave d'abord sociologique. La première entrave, c'est d'accepter déjà de ne pas voir ce déchet-là comme un rebut, d'y voir une... Tout à fait, tout à fait. Il y a à la fois, c'est-à-dire qu'on peut l'apprendre d'un point de vue sociologique, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue culturel, c'est-à-dire le fait d'accepter de voir des détritus devant chez soi et de dire que finalement, tant que chez moi c'est propre, à l'extérieur, ce n'est pas mon affaire. Mais on peut toujours partir du proverbe chinois qui dit qu'il faut balayer devant ses portes avant d'inviter les gens à y entrer. C'est-à-dire qu'on peut accepter l'idée que de voir dans mon environnement, dans mon quartier, quand je veux rentrer chez moi, en passant par la cage d'escalier, de voir des détritus, de voir des eaux usées, et on accepte les choses, des murs délabrés, des boîtes aux lettres qui ont été saccagées, on accepte les choses. Comment pas accepter la chose que, c'est-à-dire qu'on prend son sac à poubelle le soir et on le déverse partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette conscience, en fait c'est une conscience citoyenne qu'il faudrait, je pense,
imposée par la force des choses. Ce n'est pas uniquement par la force de la loi. La loi, elle est obligatoire, les sanctions sont obligatoires, mais qu'il faut qu'il y ait une éducation, c'est-à-dire qu'au niveau des programmes scolaires, on éduque à la citoyenneté, à l'écologie citoyenne, et de dire finalement qu'on respecte. Donc là, j'aimerais insister sur cet aspect macro qui est très important, parce que l'individu, quand il a en face de lui, quand il évolue dans un environnement, il voit que le modèle économique il a évolué, il ne peut pas faire autrement que d'évoluer avec. Là, on parle de plus en plus à l'échelle internationale dans ce qu'on appelle les économies circulaires, c'est-à-dire que les schémas circulaires, c'est-à-dire que quand on produit quelque chose, quelle que soit l'industrie, soit dans l'agroalimentaire, dans l'industrie légère ou autre, c'est que les intrants qui doivent servir à produire cette marchandise finie doivent être recyclés par la suite. Il y a un gain, c'est-à-dire que c'est une conscience citoyenne, il y a la conscience écologique, c'est une question d'éthique, premièrement. Un aspect fondamental, c'est un aspect de rentabilité financière, c'est-à-dire actuellement, on n'utilise plus des intrants qui coûtent cher et qu'on ne peut pas réutiliser par la suite. On fait en sorte qu'on utilise des intrants qui puissent être réutilisés par la suite. Et troisième paramètre qui est très important, on arrive à la conclusion, c'est que dans le cadre des énergies renouvelables, dans le cadre du développement durable, c'est de respecter, veiller à ce que les ressources naturelles, qui sont la plupart, qui ne sont pas inépuisables, c'est-à-dire qu'on doit les préserver. Donc là, je crois que si on arrive à l'échelle macro à imposer cela, c'est-à-dire qu'au niveau, en Algérie, quand on arrive à partir de ce schéma qui implique une diversification d'économie et s'approprier l'idée de dire finalement le modèle, ce n'est pas linéaire et doit être circulaire, je crois qu'au niveau micro, au niveau individuel, le citoyen ne pourra pas faire autrement que de s'y insérer dans ce schéma-là. Oui, en tout cas, le recyclage, c'est une des parties, c'est un des aspects de la gestion des déchets. Pour parler justement du contexte algérien, où on essaie justement de développer la gestion des déchets, lorsqu'on parle de ce contexte-là, c'est une réalité où pullulent les décharges sauvages, où la collecte et le transport n'est pas forcément évident. Alors quel état des lieux aujourd'hui lorsqu'on parle de cette gestion-là, de la gestion de ces déchets? Alors pour la gestion des déchets, c'est vrai que, comme on dit messieurs, qu'on est beaucoup plus dans une gestion linéaire que dans l'économie circulaire. Mais il faut savoir, si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, on croulait sous le déchet. Il n'y avait pas cette gestion moderne, ni en matière de collecte, ni en matière de traitement. C'est-à-dire, la collecte, au niveau des communes, les ressources étaient vraiment très limitées. C'est-à-dire certaines communes disposaient d'un camion qui n'était pas équipé de système de conteneurs. Il n'y avait pas les ressources humaines qui étaient dotées d'équipements de protection individuelle. Et en matière de traitement, ces camions-là évacuaient leurs déchets directement vers des décharges sauvages. Alors, depuis ce temps-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Alors, notamment en matière d'études, c'est-à-dire le législateur a mis en place un arsenal de réglementation, non seulement pour gérer la gestion des déchets, c'est-à-dire qui a commencé par la loi 01/19, qui est la loi 4, pour gérer et contrôler tout ce qui est gestion des déchets. Par la suite, il y a eu cet inventaire des différentes décharges sauvages. Donc cet inventaire, ça nous a permis un peu de connaître quel était notre état des lieux en matière de traitement des déchets. Il a été recensé 3000 décharges sauvages. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu plus de 2000 décharges qui ont été éradiquées. Alors, il y avait ces décharges sauvages qui ont été éliminées pour donner naissance à des équipements techniques, notamment des centres d'enfouissement technique où le déchet est traité d'une manière écologique. L'ensemble des 2000 décharges sauvages ont été transformés? Ils ont été éradiqués. Et pour connaître, et pour la traçabilité de ce déchet, et afin de gérer écologiquement et rationnellement
le déchet, il y a eu la création des centres d'enfouissement technique. Donc, c'est une installation où le déchet, il est traité d'une manière rationnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre qu'il y ait des décharges sauvages, que les communes versent leurs déchets à même le sol, et pour réduire tout ce qui est pollution, notamment les nappes phréatiques, afin de les préserver. Et pour le reste Alors, pour le reste des 1000 autres décharges sauvages, il y a toujours un recensement qui se fait occasionnellement et périodiquement, en continu, pour voir quelles sont les décharges sauvages qui existent toujours, pour pouvoir mettre en place un plan d'action afin de les éradiquer. Ça, c'est une action. Quelles sont les difficultés pour l'éradication de ces décharges? C'est le financement. Donc, il faudrait quand même dégager l'enveloppe financière nécessaire. Donc, pour l'éradication des 2000 décharges sauvages, c'était très, très onéreux. Donc, l'État a dégagé des montants financiers faramineux pour pouvoir éradiquer ces décharges sauvages. En 15 ans, il y a eu 28 milliards de dinars. En 15 ans, entre 2000 et 2015. Voilà, mais ces 28 milliards de dinars, c'était non seulement pour l'éradication de ces décharges sauvages, pour la création des centres d'enfouissement technique qui sont gérés maintenant par des EPIC de wilaya. Il y a eu plusieurs actions, notamment aussi pour quand on revient vers l'amont, c'est-à-dire cette gestion des déchets, c'est beaucoup plus de l'après-collecte, collecte, traitement et valorisation et exutoire final. Alors, en amont, pour tout ce qui est collecte, comme vous le savez, actuellement, c'est-à-dire les communes sont très conscients qu'il fallait moderniser leur gestion des déchets. Ils ne pouvaient plus travailler d'une manière par laquelle ils travaillaient auparavant. C'est-à-dire qu'ils se sont équipés des moyens modernes. Ils utilisent des bennes tasseuses au lieu de camions et tracteurs. Donc, il y a l'utilisation de bacs au lieu que le déchet est c'est-à-dire déposé à même le sol. Donc, quand même, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de voilà, avancées. On ne peut pas se dire ça, oui. Toutefois, parallèlement, je veux dire, sur le terrain, peut-être dans certains quartiers, oui, c'est visible. Je veux dire, la propreté, elle est visible. Mais dans d'autres quartiers, notamment les grandes cités, c'est pas évident. Je veux dire, si on prend une cité où il y a 1500 logements et on y trouve juste 4 bennes, il est quasiment impossible de ne pas voir les déchets partout. Il faut savoir que ces communes, c'est-à-dire pour la gestion des déchets... Là, on est en train de parler de communes au centre-ville. Hein. Oui, oui. Afin d'identifier les moyens nécessaires et d'une manière vraiment très exacte, il y a un instrument qui doit être mis en œuvre et élaboré. C'est des études, c'est des schémas directeurs. Ces schémas directeurs ont beaucoup de points positifs, c'est-à-dire ils nous permettent non seulement de faire ressortir toutes les contraintes et tous les points négatifs qui existent à l'échelle du territoire communal et proposer quelles sont les mesures idoines à adopter pour pouvoir améliorer davantage la qualité de la gestion des déchets et l'amélioration du cadre de vie du citoyen en matière de gestion des déchets. Donc ces outils-là, c'est vrai que c'est un outil qui existe. Certaines communes ont élaboré ces schémas directeurs, d'autres ont... C'est-à-dire le font. Communes à l'avoir Alors, il y a plus de 1300 et quelques communes qui ont mis en œuvre, élaboré ces schémas directeurs sur les 1541. Qui consistent en quoi, les schémas directeurs? Alors, ces schémas directeurs sont d'ailleurs régis par un décret qui est le 07-205. Ils sont élaborés par les communes, donc c'est la commune qui doit élaborer cet outil. Pour son élaboration, donc, il est scindé en 3 missions. La première mission fait ressortir donc l'état des lieux en matière de gestion des déchets, c'est-à-dire à travers ce territoire, le territoire communal, on fait ressortir tous les points négatifs et les points positifs en matière de gestion des déchets, c'est-à-dire pas uniquement le traitement, mais c'est de l'amont vers l'aval.
au niveau de tous les maillons de la chaîne, que ce soit de la précollecte, c'est-à-dire comment le citoyen dépose ses déchets et quels sont les moyens existants sur ce territoire-là. En matière de collecte, c'est-à-dire les camions qui existent, est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? En matière de formation et de sensibilisation, est-ce que la commune a mis en place des outils pour tout ce qui est communication afin d'informer les citoyens comment, c'est-à-dire non seulement sur les horaires de collecte ou bien les moyens mis à leur service, et aussi en matière de traitement, est-ce que cette commune dispose d'un centre d'enfouissement technique qui est à proximité ou bien elle a besoin d'autres équipements et d'autres installations pour diminuer un peu leur charge. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est d'élaborer et de proposer des scénarios pour remédier aux carences qui ont été relevées lors de la première mission. Donc ces scénarios peuvent être formulés en variantes. Il peut y avoir 2 ou 3 variantes et ces variantes seront discutées avec la commune pour voir quelle est la meilleure variante à moindre coût qui leur convient. Il y a la troisième mission qui consiste en la mise en œuvre de ce schéma directeur, c'est-à-dire on peut accompagner la commune non seulement pour former le personnel, quand cette formation est stipulée dans ce schéma directeur, l'aider pour l'élaboration aussi de ces plans de communication. Donc c'est ça, la mise en œuvre dans tout son contexte. Les politiques, quand même, elles sont bien étudiées, elles sont bien proposées. Il y a une responsabilisation à différentes échelles. Et pourtant, pour préserver l'hygiène, c'est pas évident. On ne va pas se mentir. Oui, bien sûr. Là, le problème revient à notre manière ou à notre conception même de ce qui est religieux et de ce qui ne l'est pas. Le problème est que nous avons déjà de manière générale, pour nous, la religion consiste en un ensemble d'actes cultuels. L'acte cultuel en lui-même, avec ses portées déjà sociales, quand vous lisez un verset comme celui qui dit la prière détourne du blâmable et de la turpitude, ça veut dire que cette prière que je fais, elle est censée faire de moi déjà en termes de comportement ou dans le milieu dans lequel j'évolue un bon individu ou un bon citoyen même. Parce que ce principe de muwatana, de citoyenneté, nous allons le retrouver dans la formation même de la première société musulmane à Médine, via le fameux pacte, ou Pax Médina. C'est dans une logique implacable, c'est-à-dire nous travaillons à l'échelle de l'individu, mais nous travaillons aussi à l'échelle de la société. Ensuite, cette mauvaise vision de la religion a fait que nous sommes pratiquement détournés de l'essentiel et nous nous sommes déchargés de certains aspects de la vie parce que nous ne leur accordons pas l'importance que leur accorde la religion. La propreté, la gestion même le nettoyage. Si vous étudiez, est-ce qu'on peut donner des exemples? Ma foi, nous savons que quand l'islam est venu, en termes de propreté ou de préservation de l'environnement, il y a une multitude de choses qui ont été faites. Il y a un verset qui était révélé à l'époque, c'était une loi qui était promulguée. Sauf que, par la suite, tout cela ne sert absolument à rien si le cœur ne fait pas son travail et si, à l'intérieur même, ça ne suit pas. Je pense que ce que nous avons perdu, c'est ce que René Guénon appelait la constitution intérieure. C'est-à-dire que, normalement, dans une société qui fonctionne bien, on n'a pas besoin de mettre sur la tête de chaque citoyen un gendarme avec une matraque. Il y a toujours cette idée de... La conscience est normalement suffisante. Oui, elle est normalement suffisante. Et puis, il y a aussi, ne l'oublions pas, il y a un certain nombre de politiques, de déviations qui ont fait que cette notion de citoyenneté, nous l'avons perdue. Elle n'a plus la portée spirituelle et religieuse qu'elle avait chez les premiers musulmans, parce que
je me souviens quand on était à l'école, du primaire jusqu'au lycée, quand on entendait jusqu'à dans les années 80, même 90, dire « Hubbul watani min al-iman », pour nous c'était un slogan socialiste. Alors que « Hubbul watani min al-iman », le premier à l'avoir dit de manière aussi claire, on va retrouver ça dans le livre de Rawd al-Unuf de l'imam Suhayli. Même Ibn Taymiyyah disait, en parlant de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine, وَيُسْتَنْتَجُ ou bien وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ حُبَّ الْأَوْطَانِ مِنَ الْإِيمَانِ. Donc dès lors où nous avons perdu cela, ce qui ne fait pas partie de la propriété privée, c'est-à-dire de nos maisons, devient ce que nous appelons communément le baylek. Oui. Ça ne m'appartient pas, je m'en décharge. Oui. Donc vous pouvez mettre toutes les lois possibles et imaginables, s'il n'y a pas chez le citoyen cette envie, rien ne se fera. Mais pour que le citoyen justement ait cette envie, simple il faut... ou grand citoyen industriel. Non, il n'y a pas... Oui, là c'est pour cela, c'est pour cela que cette volonté nous renvoie à une volonté politique déjà. Si tout le monde sent que ce ne sont que des lois de l'encre, du noir sur blanc, pas plus ni moins. Je sais que dans le code pénal même, cracher dans la rue est passible d'une amende. Ça existe dans les lois algériennes. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un être pénalisé pour ça? Lorsqu'on comprend que le baylek c'est le contribuable en fait. Le baylek généralement, normalement quand on dit le baylek, ça veut dire quelque chose qui m'appartient en tant que citoyen, que je peux revendiquer. Et lorsqu'on comprend que le baylek c'est nous en fait, ça nous appartient. Ça nous appartient. On devrait prendre en charge ce baylek-là. Et tout à l'heure, Madame Bersa évoquait cette question de financière. Alors, on n'est pas sûr en fait que les différents acteurs économiques sont prêts à investir dans ce domaine-là, dans le domaine de la gestion des déchets. C'est-à-dire qu'avant que les acteurs économiques investissent, il faut que ça devienne une question citoyenne. Une problématique citoyenne, et j'irais même plus loin de dire que l'espace public devient un espace privé. En ce sens que je dois préserver mon environnement dans lequel je vis comme je le fais pour mon espace privé, comme si c'était ma maison. Ma propriété. C'est-à-dire que je ne dois pas, quand je mange quelque chose, je ne dois pas jeter ce que j'ai mangé, les ordures, par la terre. Je ne dois pas saccager les choses qui font partie du bien de la communauté. Et là, élargissons cela au niveau intermédiaire, à savoir les acteurs économiques, c'est que malheureusement, dans l'état actuel des choses, c'est que la plupart des acteurs économiques ne sont pas dans ce schéma où l'économie elle est circulaire, ils sont toujours dans un schéma linéaire. C'est-à-dire qu'on n'investit que rarement dans des actions, c'est-à-dire pour préserver l'environnement, de faire c'est-à-dire des petites entreprises ou des projets économiques qui soient respectueux de l'écologie. Là, à mon sens, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques projets qui sont dans ce schéma-là. Même les petites entreprises qui essayent d'investir dans ce domaine trouvent beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème aussi, un problème de financement. C'est-à-dire est-ce que les banques algériennes jouent le jeu? Toute la question, elle est là. Est-ce que quand un simple citoyen, il est porteur de projet, par exemple, il a l'intention de ramasser tout ce qu'on appelle les excréments des animaux pour en faire un compost, c'est-à-dire qu'on fait la transformation, comme ça existe à l'étranger. Est-ce que ce porteur de projet sera-t-il accompagné? Forcément par les pouvoirs publics, c'est-à-dire les administrations, le ministère, il y aura des encouragements. Mais lorsqu'il s'agit de financement, c'est là la pierre d'achoppement. Toute la question est là. Est-ce que les banques vont-elles jouer le jeu? Première question. Deuxième question, est-ce que les entreprises privées, les acteurs économiques privés, du moins une bonne catégorie, cette catégorie serait-elle intéressée d'investir dans ce créneau? Ou reste-t-elle confinée dans un schéma qui est très basique, qui est très classique? Je n'investis uniquement dans un créneau dont la rentabilité elle est garantie. Parce que ce genre d'entreprise
elles sont simples en apparence, mais elles sont complexes. Ça dénote tout un processus, et je passe sous le contrôle de madame, c'est-à-dire le recyclage des déchets, l'enfouissement, le recyclage et tout. C'est tout un processus qui est complexe, c'est tout un savoir-faire. Est-ce qu'on a des acteurs qui seraient prêts à investir, à se lancer dans une telle entreprise? Parce qu'il y a la complexité de la tâche, premièrement. Et deuxième des choses, c'est tout à fait logique. Une entreprise ou un acteur, quand il investit, il attend une rentabilité. Pour lui, où se situe le seuil de la rentabilité? Il y a un troisième élément qui est très important, c'est un problème culturel. C'est-à-dire que même moi, je suis un entrepreneur. Je vais investir dans un créneau. Même si le seuil de rentabilité, il n'est pas aussi important qu'une usine pour faire de la limonade ou pour faire, je ne sais pas, du montage de véhicules, mais du moins pour rendre service à ma communauté, tout en sachant que la rentabilité n'est pas aussi importante que d'un certain créneau. Je le fais parce que, j'ai une conscience citoyenne et écologique et je fais pour le bien de la communauté. Et de deux, parce que c'est rentable, c'est-à-dire pas à court terme, mais à long terme. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait cette conscience écologique qui serait ancrée dans le schéma cognitif de ces acteurs économiques pour qu'on puisse parler demain d'investissement, quand on dit de gros investissements dans ce genre de créneau. Alors, Madame Bersa, oui. Je voudrais justement, la question vous sera adressée, je me permets de... Oui, bien sûr. Dans ce schéma cognitif, justement, est-ce qu'il n'est pas du ressort du ministère de l'Environnement de faire la promotion de tout cela? Parce qu'en termes de rentabilité, ce que nous lisons, du moins dans certaines revues ou à travers certains médias, la chose est bien rentable quand on voit l'évolution de certaines start-up en Occident. Donc, est-ce qu'il y a un travail qui est fait justement pour... Il y a un travail, exactement. Donc, la volonté y est. Donc, il y a cette conscience, il y a cette volonté. Il faut savoir que si je dois énumérer toutes les actions qui se font actuellement par le ministère de l'Environnement, c'est-à-dire il y a eu cette stratégie, donc tellement il y avait cette conscience pour la promotion de l'investissement en matière de récupération et de recyclage et de valorisation des déchets. Il y a aussi cette conscience pour qu'il y ait cette transition vers l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il ne faut plus rester dans cette économie linéaire, il faut qu'on transite vers cette économie circulaire afin de préserver, c'est-à-dire l'objectif principal et primordial, c'est la préservation de l'environnement. Parce que lorsqu'on sait que 65% de la population vit sur 4% du territoire national, sur la partie littorale, et où il y a vraiment une densité très très importante, et où d'aujourd'hui, il n'y a plus d'assiettes pour pouvoir réaliser ces centres d'enfouissement technique. Donc, pour vous dire que la conscience, la prise de conscience, elle est là et depuis un bon moment. C'est pour ça qu'il y a cette promotion pour l'investissement en matière de récupération et de recyclage. Et comme l'a si bien dit le monsieur, c'était par rapport à l'activité de récupération et de recyclage. Il y a beaucoup d'engouement pour cette activité. Il faut savoir qu'il y a une hausse de plus de 30% entre 2014 et 2017. D'autant plus lorsqu'il y a au niveau c'est-à-dire dans le circuit universitaire, on a remarqué qu'il y a eu de plus en plus de spécialisation. Exactement, pour tout ce qui est gestion de déchets et maintenant même pour tout ce qui est recyclage des déchets. Donc il y a des étudiants qui ont maintenant un diplôme en matière de gestion des déchets. C'est plus spécifique. Ils font plus dans le compost, non ? Non, c'est la valorisation des déchets en général, c'est le recyclage en général. D'où il y a cette émergence des activités, parce qu'on a remarqué que pourquoi cette hausse de 30%, c'est beaucoup plus des jeunes porteurs de projets, c'est des startups. C'est eux qui ont fait des prêts bancaires, certains, c'est-à-dire tout dépend la formule qu'ils ont utilisée
pour créer leur petite entreprise en matière de récupération et de recyclage de déchets. Mais aussi pour tout ce qui est promotion d'investissement, il faut savoir que le ministère de l'Environnement, il a élaboré une stratégie. Donc cette stratégie pour une gestion intégrée des déchets et pour qu'il y ait cette transition vers l'économie circulaire, dans laquelle il y a des objectifs. Donc ils se sont tracés des objectifs jusqu'à l'horizon 2035 pour pouvoir arriver à ces objectifs. Il y a des plans d'action qui ont été établis. C'est-à-dire, si je reviens au 5e objectif, c'est la promotion des activités et de l'emploi vert. Pour arriver à 40 000 emplois verts, il y a un plan d'action. Donc, la promotion de l'investissement, l'émergence de nouvelles activités qui n'existent pas d'ailleurs actuellement. Il faut savoir que l'Agence nationale des déchets, via une base de données, fait ressortir, à travers cette base de données, on essaye de savoir quelles sont les activités qui existent sur le territoire national, mais aussi quand on voit quelle est la composition de notre poubelle et quand on sait que le plastique prend 17% de notre poubelle et qui représente plus de volume que de poids, et quand on remarque que la matière organique qui est en nette régression, tandis qu'elle était à 70%, maintenant elle est à 54%, le verre et tout ça. Donc il y a certains indicateurs qui font qu'on est conscient que certains flux de déchets ne sont pas pris en charge. Et nous, en cette matière, on essaye un peu d'orienter ces startups pour la création de nouveaux chronos. Par exemple, si on prend à titre d'exemple le verre. Il n'y a pas beaucoup d'unités de valorisation du verre. Et on sait que c'est un créneau porteur. C'est pas comme si c'est une activité qui n'aura pas qu'il n'y aura pas des revenus qui vont en ressortir de cette activité. Donc, aussi en parallèle, il y a des assises qui se font à l'échelle régionale actuellement par le ministère de l'Environnement. Ces assises nous permettent aussi de connaître quelle est la vision des collectivités locales, c'est-à-dire à l'échelle micro, pour pouvoir aller à l'échelle macro. Donc à l'échelle micro, comment les collectivités, comment les communes voient cette économie circulaire, comment on peut y arriver, parce que une seule personne seule ne pourrait rien faire. Même le ministère de l'Environnement. Vous avez déjà un retour de la vision de ces communes? Oui, la majeure partie des recommandations, c'est beaucoup plus l'ouverture et la promotion de tout ce qui est investissement. C'est-à-dire que laisser un peu l'investissement s'épanouir, et notamment, pas seulement dans la partie nord du pays, mais aussi dans la partie sud. C'est-à-dire il y a de l'activité un peu partout. Donc il y a plusieurs recommandations qui en ressortent. Mais si le plus gros des déchets est dans le nord, comment se fera cet investissement dans le sud? Mais on peut, c'est-à-dire transiter ce déchet un peu au moins vers la steppe, c'est pas, c'est-à-dire le sud comme vous le pensez, mais au moins vers les hauts plateaux. Donc quand même, tous les gens sont conscients c'est-à-dire qu'il est très important d'aller vers la promotion de l'investissement. Il faut, c'est-à-dire ouvrir les portes pour qu'il y ait des nouvelles technologies. Mais aussi, il faut savoir que actuellement, le seul mode de traitement qui existe sur le territoire national, c'est beaucoup plus l'enfouissement. Donc, oui, parmi les recommandations, c'est qu'il y ait d'autres modes de traitement. Et ça, c'est une action qui est déjà entreprise par le ministère de l'Environnement. Alors justement, si vous permettez, je voudrais qu'on parle d'abord de cette question d'enfouissement avant de parler des autres alternatives. Donc déjà, les quelques centres d'enfouissement qui existent, donc je donne le détail qu'ils ont une durée de vie de 25 ans, ce qui n'est pas très durable en matière de protection de l'environnement. Tout dépend du centre d'enfouissement technique. Et apparemment, le taux de saturation est de 90%, juste en 3 ans. En 3 ans, il y a un taux de saturation qui est assez important. Ça, c'est des chiffres qui ont été donnés par la ministre. Hein, oui, que j'ai trouvé au niveau du site de l'APS. Je n'en doute pas. Bon, alors,
vous avez parlé justement de l'ouverture de nouveaux centres d'enfouissement. Il semblerait que les communes ne sont pas vraiment d'accord pour ouvrir, il y a des difficultés pour ouvrir ces centres d'enfouissement. Pourquoi? Comment expliquer justement? Vous dites que les assiettes sont pleines, toutes les assiettes pour pouvoir créer ces centres aujourd'hui sont pleines. Alors, déplacer ces centres d'enfouissement, par exemple justement dans les régions stépiques? Non, pas spécialement. C'est-à-dire il faut savoir que ce mode de traitement va exister, quel que soit, ça veut dire même s'il y a cette promotion des activités et le changement de mode de traitement des déchets, les centres d'enfouissement technique doivent exister, ne serait-ce que pour les déchets ultimes. C'est-à-dire, notre vision est... déchets fermentescibles. Je vais venir. Donc, si je reviens à la stratégie en matière de gestion de déchets à l'horizon 2035, cette stratégie a tracé des objectifs, c'est-à-dire la valorisation de 30% par exemple de matière organique, 50% de la matière organique ou bien 50% des déchets ménagers et assimilés. Et pour arriver à atteindre ce taux de 50% de déchets, il faudrait revoir les modes de traitement, c'est-à-dire on sait actuellement qu'il y a des expériences très minces pour tout ce qui est valorisation de la matière organique, mais on a tenté, c'est vrai qu'il y a eu dans le passé, on a tenté de faire des expériences pour la valorisation du compost. Et ils ont échoué parce que notre matière organique était très humide. Mais actuellement, les technologies sont de plus en plus développées. Donc maintenant, même si le déchet il est vraiment très humide, on arrive à le composter. Il y a des expériences qui se mènent au jour d'aujourd'hui. Même en Algérie, on a tenté des expériences au niveau d'Oran, au niveau de Mascara, Sidi Blabès, au niveau de Tizi Ouzou, où ils reviennent aussi, au niveau des villages, ils reviennent vers cette méthode parce qu'ils sont conscients aussi de la rareté des assiettes foncières. Donc, cette durée de vie d'un centre d'enfouissement technique, qu'on arrivait, par exemple, au niveau d'un centre d'enfouissement technique, peut-être certains se sont saturés au bout de 3 ans. Mais comme il y a cette prise de conscience qu'il y a lieu d'aller vers la valorisation, ce centre d'enfouissement technique va avoir une durée de vie beaucoup plus importante. C'est-à-dire, si on arrive à valoriser tel qu'il est fixé dans notre vision et dans notre stratégie, 50% de déchets ménagers assimilés, 50% des déchets inertes. Si on arrivait à respecter ces taux, la durée de vie d'un centre d'enfouissement qui était de 3 ans, elle serait de 10 ans jusqu'à 15 ans. Ça veut dire quoi les déchets inertes? Donc c'est les déchets issus de la construction. Ah, d'accord. Voilà, parce que c'est une stratégie qui a visé les différents types de déchets, pas uniquement le déchet ménager assimilé uniquement, et pas seulement le déchet inerte, mais aussi les déchets industriels. Parmi les objectifs aussi, c'est l'éradication totale des décharges sauvages. Donc il y a plusieurs objectifs. C'est pour ça qu'on s'est dit que la conscience, elle est là, et des plans d'action sont en cours. Donc c'est une action peut-être qui prendra peu de temps, ou bien ça prendra du temps, mais ça finira par se concrétiser. Et en fait, justement pour pouvoir, vous avez également évoqué cette question de la promotion des emplois verts. Oui. Parmi les questions soulevées, c'est cette question des taxes imposées sur les différents types de déchets. Oui, effectivement. Voilà. Et aussi bien pour les entreprises qui veulent faire justement mais pour les ménages aussi. Voilà, mais aussi pour les citoyens et donc les ménages dans le cadre du principe pollueur-payeur. Alors il y a entre autres problèmes le souci du recouvrement de la fiscalité. Oui, effectivement c'est un constat qui a été relevé et nous avons été instruits par notre tutelle pour trouver une manière pour remédier à c'est-à-dire à cette contrainte, parce que sachant bien que la loi de finances, elle a établi un seuil pour
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc cette taxe devrait être payée non seulement par les ménages, mais aussi par les autres activités. Donc pour les ménages, elle est fixée entre 1000 à 1500, mais les études ont démontré que uniquement 20% à peu près de cette TOM est recouverte à l'échelle nationale. Et sachant que c'est les services des impôts qui font le recouvrement. Mais quand on a vu un peu, c'est-à-dire via des rencontres avec des communes, via les journées qui se font par le ministère de l'Environnement, on a remarqué que ce taux faible de recouvrement revenait en manque de moyens. Et aussi, il n'y avait pas... Manque de moyens pour qui? Pour les impôts, pour vous? Tout dépend, c'est au cas par cas. Donc là, il y a eu... Et comme vous dites moyens, excusez-moi, quels moyens? Juste pour préciser, vous dites un manque de moyens. De quels moyens il s'agit? Pour pouvoir faire le recouvrement, parce qu'il faudrait faire l'inventaire de tout ce qui existe à l'échelle communale, non seulement en matière de ménage, mais aussi en matière d'industrie, de commerce et tout ça. Pouvoir faire des facturations à cet ensemble et pouvoir faire, c'est-à-dire suivre toutes les procédures de recouvrement. Donc, pour ce faire, c'est-à-dire pour remédier à cet état, il y a une approche qui a été formulée et sur laquelle on est en train de travailler pour pouvoir essayer de gagner du temps et limiter les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce recouvrement. Donc c'est une action qu'on entreprend avec certaines communes au jour d'aujourd'hui pour pouvoir les accompagner afin de pouvoir faire le recouvrement de ces taxes. Il faut savoir que le recouvrement de cette taxe est très très important parce que c'est un revenu supplémentaire pour la commune afin de se doter des moyens nécessaires pour améliorer sa gestion des déchets. Oui. À chaque fois qu'on touche à la fiscalité, il y a des problèmes. Non, c'est-à-dire que poser le problème dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il faut revoir tout le schéma fiscal. C'est-à-dire que quand on parle de la tâche de la fiscalité écologique ou la fiscalité, ce qu'on appelle les ordures ménagères, c'est le poser dans son schéma le plus général. Ailleurs, ça se fait. Pourquoi ne doit-on pas le faire? C'est-à-dire qu'il faut sortir de revoir, c'est-à-dire que le schéma fiscal, aller vers des niches fiscales. Parce que les ordures ménagères, tout ce qui est les produits qu'on jette. Parce que ce qui m'a étonné, moi, qui m'a sidéré, c'est de voir, par exemple, actuellement, on met des bacs partout, plastique, produits compost et le pain. C'est-à-dire ce qui nous interpelle en tant que citoyens, on en est arrivé à supplier les gens de ne pas jeter le pain et de le jeter dans des bacs. Oui. C'est la raison pour laquelle moi je suis pour cette idée d'imposer... Vous n'allez pas trouver de toute façon ces bacs-là de tri partout. Hein. Non, mais comment en est-on arrivé? Est-ce que, moi je pose la question, est-ce qu'en Occident on met des bacs qui permettent aux citoyens de jeter leur pain? C'est-à-dire qu'on en est arrivé, notamment dans certains temps limités dans l'année, par exemple le mois de Ramadan, combien de tonnes de pain on jette, combien de baguettes de pain on jette. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à consacrer des bacs pour que les gens puissent jeter le pain qu'ils le mangent, c'est-à-dire que le pain qu'ils n'utilisent pas le lendemain, c'est-à-dire que ça nous interpelle. Moi, je suis d'avis que cet élargissement de l'assiette fiscale, de l'imposition de nouvelles niches fiscales, et d'aller vers des mesures, il y a des mesures incitatives, notamment pour les grandes entreprises, pour qu'elles soient plus respectueuses de ce qu'on appelle l'écologie, et des mesures arriver même, pas répressives dans le sens dissuasif, et imposer des taxes. C'est-à-dire que la taxe ménagère devrait aller, je crois, de 1500 dinars, mais 1000 dinars. Entre 1000 et 1500, chaque commune... Pour chaque citoyen. Non, par famille. Par famille, moi, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait relever cette taxe. Sincèrement, c'est-à-dire que... C'est l'un des objectifs d'ailleurs de la stratégie, mais c'est une action qui devrait se faire graduellement. Mais déjà, il y a le problème du recouvrement, donc... il y a un problème, du recouvrement, c'est-à-dire qu'on parle déjà maintenant à 1000 et 1500, on n'arrive pas
Écoutez, madame, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, quand ils conduisaient, ils ne mettaient pas la ceinture sécurité. Une fois qu'on a imposé la sanction, c'est-à-dire le PV et le procès, tout le monde s'y est mis. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Que ça devienne une obligation, c'est-à-dire qu'une imposition qui a instauré la police urbaine, c'est-à-dire que c'est le travail de la police urbaine. Mais en même temps, on devrait voir aussi les dividendes de cette gestion des déchets de la part des communes. Une commune où il y a une gestion parfaite, allez, qui va tendre vers la perfection, on devrait y trouver plus d'action pour le citoyen, pour la commune. C'est comme ça aussi, on n'incite pas seulement que par l'augmentation des taxes, où ça ne sert à rien d'augmenter les taxes, si après on ne voit rien en retour. Il faut créer les conditions idoines. Par exemple, quand on parle, madame a évoqué le problème de l'assiette foncière pour installer des CET qui demandent un investissement, qui demandent des assiettes foncières pas limitées, mais assez conséquentes. Créons les conditions idoines. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace public, dans l'espace public, à la plage, au jardin et tout, on met les bacs nécessaires pour dire aux gens finalement, une fois que vous avez terminé votre activité, vous avez consommé ce que vous voulez, jetez-le. Mais une fois qu'on a réuni, toute personne qui contrevient à cette règle doit être sanctionnée. Il faut qu'on arrive à l'idée de sanctionner les gens. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un bac dans lequel vous pouvez jeter le rêve, vous n'avez pas d'excuse. Mais commençons d'abord par le début, je pense, avant d'arriver à la sanction. Commençons d'abord par réglementer justement tout cela et que ça soit visible, que ça soit clair. Tout à fait, bien sûr, créer les conditions. Où il y a 1 millier de logements et je trouve 4 bennes, ensuite on va dire aux citoyens, je suis tout à fait tu jettes à d'accord. cette heure-ci. Mais là aussi, il y a aussi un point. On ne peut pas incriminer de manière systématique les pouvoirs publics. Non, mais je parle en tout. tant que citoyen. Je suis allé vers un organisme de la demande APC où j'ai reçu gratuitement une poubelle. Oui. Et j'étais surpris de voir que toutes les poubelles étaient transpercées. Oui. Et le préposé m'a dit oui, parce que là où on les pose, quand elles sont neuves, elles sont volées, les gens les utilisent comme des réservoirs d'eau dans leur domicile. Donc vous imaginez, c'est terrible. Là, comment résoudre le problème? Non, c'est pas que c'est terrible. Il y a des études qui ont été faites justement sur la gestion des déchets dans les pays en voie de développement. Transformer les bennes et les poubelles, l'utilisation différente, autre chose, est liée essentiellement à des zones pauvres, là où il y a la misère. C'est là où on utilise le plus. Je vous parle d'un quartier résidentiel à El Oui, Biya. Si vous permettez aussi. Désolé, c'est... Aussi, si on se compare, parce qu'à chaque fois, on se compare par rapport aux autres pays européens, c'est-à-dire ça revient toujours, et les citoyens évoquent qu'à l'international, quand on voit la gestion des déchets, comment elle se fait en Europe et tout, que les citoyens disposent de bacs et tout ça, et eux, ils ne disposent pas des moyens. Mais il faudrait être conscient qu'au niveau de l'Europe, c'est le citoyen qui prend à sa charge pour la globalité en matière de gestion des déchets. C'est-à-dire, s'il a besoin d'un bac, il va le payer. Même quand on vient récupérer son déchet, il le paye en fonction du kilo, c'est-à-dire en fonction du poids et en fonction du volume. Mais nous, c'est-à-dire le citoyen, il n'y a pas cette... la cisterne. Voilà, exactement. Donc, même quand la collectivité locale met à sa disposition les moyens nécessaires, quand on remarque, on passe le lendemain, on ne trouve pas ces moyens, ou bien ils sont vandalisés. Donc, quand même, il ne faut pas aussi jeter la pierre. Il faudrait que, voilà, il faudrait... Non, mais ce n'est pas une question de jeter la pierre, c'est de contextualiser cette gestion-là. On est en train de parler de pays en voie de développement où il y a une certaine forme de pauvreté pas seulement matérielle, d'accord, où il y a une certaine forme de misère et où la gestion la question du tri et de la collecte est vue autrement. Donc on doit étudier cette question de gestion, on doit l'étudier et l'adapter à ce contexte-là. Sinon, on n'arrivera pas à optimiser. Entre autres modèles, vous avez, en termes d'implication du citoyen, il y a
Il y a le Japon qui est terrible en la matière parce que c'est le citoyen qui va nettoyer. Mais il y a tout récemment aussi le Rwanda, qui est l'un des pays les plus propres au monde à l'heure actuelle et qui les pouvoirs publics ont impliqué même. Au début, on a carrément imposé aux citoyens de le faire, mais maintenant, ça devient une fois qu'on a goûté au plaisir de la propreté, d'un environnement sain, la chose semble avoir fait